Bonjour et bon vendredi après-midi à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous en ce vendredi pour parler de la Power Platform de Microsoft. Cette suite de Microsoft qui est un petit peu oubliée, qu'on ne connaît pas beaucoup et qui peut être très utile en entreprise, notamment pour automatiser plusieurs fonctions qui peuvent prendre beaucoup de temps et qui peuvent être énergivores pour les gens de votre équipe. Donc, aujourd'hui, avec moi, mon collègue David, intégrateur Microsoft 365, directeur de notre pratique et spécialiste de la Power Platform. David, bienvenue avec nous. Bonjour, bonjour. Donc, merci de m'accompagner cet après-midi. C'est toi qui as les connaissances plus techniques. Donc, c'est David que vous allez écouter un peu plus sur les aspects plus profonds de la Power Platform. Donc, on va commencer en faisant un petit portrait global de qu'est-ce que la Power Platform. On va parler de 5 faits intéressants également sur la Power Platform. C'est quoi les usages concrets, pardon, en entreprise? On va vous donner des exemples de façon d'utiliser la Power Platform pour aller gagner en productivité. Pourquoi une gouvernance de la Power Platform et une sauvegarde sont des outils qui sont essentiels? Et bien sûr, à la fin du webinaire ou tout au long du webinaire, en fait, on va pouvoir répondre à vos questions tout au long de notre présentation. Donc, vous avez juste à utiliser l'onglet, la petite bulle Q&R qui est située dans le haut de votre écran et nous adresser vos questions à cet endroit-là. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre en cours de route ou à la fin. Donc, qu'est-ce qu'est la Power Platform? Peut-être que certains d'entre vous la connaissez, certains en entendent parler pour la première fois. C'est une famille de 5 outils de Microsoft. On va vous les détailler tout à l'heure. Des outils qui ont pour fonction d'automatiser, de faire des flux d'automatisation dans votre environnement Microsoft. Ce qu'on veut, c'est en faire plus avec moins. C'est des outils qu'on appelle low code ou no code pour adapter votre écosystème Microsoft 365 à votre réalité, à vous comme entreprise. Ça vous aide à réduire les coûts, ça vous aide à accélérer l'innovation et ça sans avoir une plateforme additionnelle dans votre environnement. C'est souvent ça que les entreprises vont faire, vont aller ajouter un outil additionnel pour automatiser certains processus en entreprise, mais la Power Platform le fait intégrer à Microsoft 365. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. On va le regarder un petit peu aujourd'hui. Puis, c'est un peu comme un jeu de Lego. Donc, on peut imbriquer les outils entre eux pour créer une solution qui est vraiment personnalisée, dédiée, contrôlée. C'est là que nos experts entrent en ligne de compte parce que ce jeu de Lego-là, ils peuvent le faire avec vous selon vos propres besoins. Donc, allons-y un petit peu plus en détail, David, avec les 5 faits intéressants sur la Power Platform. Le premier étant sur le fait que c'est une plateforme qui est low code, hein, en fait. Donc, tu peux peut-être nous Ouais. expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, dans les 5 faits intéressants de la Power Platform, un des éléments, c'est que justement, c'est une plateforme qui est low code ou no code, en fait, pour créer, oui, des applications et aussi des automatisations. Et pour Power BI, en fait, c'est des rapports, en fait, du reporting, comme on dit. Donc, généralement, il y a beaucoup de gens qui seraient capables d'accéder à ce genre d'outils-là sans nécessairement d'avoir une expertise ou même une formation en programmation. Donc, certaines choses ressemblent beaucoup à certaines fonctions de Excel, par exemple. Donc, les gens qui maîtrisent moyennement Excel peuvent se retrouver à bien des égards, à bien des endroits, pour produire finalement soit des automatisations avec Power Automate ou avec Power Apps, faire des applications mobiles, ordinateurs et autres, évidemment des rapports. Donc, comme on dit, on combine finalement les différents outils. On peut combiner les différents outils. Donc, les gens peuvent avoir seulement besoin de Power Apps, peuvent avoir besoin de seulement Power Automate ou évidemment Power BI. Power BI qui est un outil de reporting extrêmement répandu mondialement. Il y a bien des entreprises qui utilisent Power BI puis ils n'ont pas connaissance de Power Automate ou Power Apps de toute façon. Fait que, bref, c'est un outil extrêmement puissant de reporting à très faible coût pour la puissance que ça peut offrir. Et évidemment, au niveau de l'automatisation des processus, on va parler beaucoup de Power Automate, qui est une plateforme très performante et évidemment
à très peu de coûts, en fait, où il n'y a pas de coûts supplémentaires pour les gens qui ont des licences minimales là, de Microsoft 365. On peut faire beaucoup d'automatisation et même dans certains cas, évidemment, on peut connecter ça avec d'autres systèmes externes, des third party comme on appelle, ou des systèmes cloud essentiellement, avec, on peut nommer Salesforce, on peut nommer Monday, on peut nommer plein d'autres plateformes externes auxquelles Power Automate peut interagir pour vous permettre d'automatiser certaines choses qui, dans votre environnement, votre tenant, en fait, Microsoft 365. Donc, différents exemples, finalement, au niveau des automatisations pour le premier fait. Si on passe à la prochaine diapositive, d'autres exemples, en fait, la réception d'un courriel, ça fonctionne un peu par déclencheur hein, au niveau de Power Automate, parce que le déclencheur peut être aussi une action dans Power Apps, en fait, une application qu'on a construite. Suite à la réception d'un courriel, pour un exemple, en fait, ça peut faire un enregistrement des pièces jointes dans une équipe Teams, SharePoint, c'est la même chose. Et même dans certains cas, vous pouvez voir en bas à droite, on peut utiliser les outils d'intelligence artificielle de AI Builder, entre autres, pour, par exemple, analyser le fichier joint qui va être déposé au bon endroit dans SharePoint suite à, finalement, l'AI, qu'est-ce qu'il va avoir détecté. Donc, ça, c'est une des utilités, finalement, de Power Automate. On peut faire des récurrences, c'est-à-dire faire des envois peut-être courriels très récurrents. Ça en est un automatisme extrêmement simple. On peut faire évidemment cliquer dans une bibliothèque SharePoint. On peut faire une action quelconque qui va aller découler beaucoup d'actions avec des conditions particulières. Et on parle aussi de Forms, entre autres. Ça, c'est un des outils finalement de Microsoft 365. À partir de Forms publics, parce que Forms peut être offert finalement à des gens en dehors de votre entreprise qui peut remplir un formulaire et autres. Et Power Automate va pouvoir être très utile finalement à inscrire des données, des fichiers ou autres dans votre environnement Microsoft 365 auquel la personne externe n'a pas accès, évidemment. Donc, Power Automate peut faire beaucoup de choses et évidemment, c'est à peu près juste l'imagination qu'on peut s'y limiter. Au niveau de la deuxième fait intéressant finalement de la Power Platform, donc les outils clés, on en a parlé déjà. On parle de Power BI, Power Apps, Copilot Studio. Non, il n'y a pas le mot Power là-dedans, malheureusement, mais Microsoft a décidé de l'appeler Copilot Studio. Donc, pour ceux qui connaissent Copilot, évidemment, c'est le module d'intelligence artificielle de Microsoft. Et Power Automate, pour les automatismes, c'est Power Pages. Donc, en gros, pour chacun des outils, donc, Power BI, ben, comme j'ai un peu expliqué d'entrée de jeu, c'est un outil de reporting pour faire des rapports, des tableaux de bord de gestion, en fait, qui nous permet de se connecter à multiples sources de données et aussi d'actualiser les sources de données, les valeurs, en fait, et bref, votre tableau. Puis ce tableau-là est accessible sur le web avec tous les appareils imaginables que vous pourriez avoir si vous avez votre cellulaire, ordinateur et autres, et partout à travers le monde. Fait que, bref, si vous avez des ERP, vous avez d'autres systèmes cloud, en fait, qu'on peut s'y connecter, autant des fichiers Excel aussi de base, les SharePoint et compagnie, Power BI peut s'y connecter à l'intégralité dans le même rapport si désiré ou faire multiples rapports. Donc, ça, c'est un des outils extrêmement puissants de la Power Platform. Power Apps, en fait, c'est pour créer des applications ordinateur, applications mobiles, tablettes. Tant qu'on est connecté sur Internet, on peut accéder finalement à ces applications qu'on a construites et l'application elle-même peut entrer. Vous pouvez entrer de la donnée, consulter de la donnée, dépendamment de comment vous le construisez. C'est des applications qui ne sont pas disponibles dans le App Store ou Play Store, en fait, là, parce que c'est contrôlé au niveau de l'accès par le tenant Microsoft que vous avez déjà. Donc, c'est extrêmement bien sécurisé. Et Power Apps, en fait, les multiples usages là, sont trop longs finalement à expliquer parce que c'est tellement large qu'est-ce qu'on peut faire avec Power Apps. Et Power Apps peut se connecter avec les autres applications que vous voyez à l'écran. Donc, je bascule tout de suite à Copilot Studio. Donc, Copilot Studio, en fait, c'est un outil qui nous permet de construire finalement soit des agents ou d'autres types d'assistants par l'intelligence artificielle et d'y connecter même Power Automate, en fait, pour faire des automatismes. Tu peux lui poser la question de façon textuelle, comme les gens sont habitués avec n'importe quel AI aujourd'hui. Et Power Automate pourra aller
faire des actions selon ce qu'il va détecter, selon ce que vous lui demandez. Donc, c'est vraiment un des points centraux finalement, de l'AI, finalement, de Microsoft pour se connecter aux différents services finalement, du tenant, en fait, des différents services de Microsoft 365, de votre tenant à vous. Donc, Power Automate, donc, c'est l'application de flux d'automatisation, comme j'ai expliqué tantôt, qui nous permet finalement de faire des très petites automatisations comme des très, 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 très complexes pour économiser du temps, puis surtout éliminer des tâches peut-être cléricales et répétitives, donc qui n'est pas de valeur ajoutée finalement dans les entreprises. Donc, Power Automate peut être intégré vraiment à différents endroits finalement dans votre tenant. Et je termine avec Power Pages. Power Pages, c'est pour faire comme des espèces d'extranet, on va dire, de sites web un peu externes auxquels les gens à l'externe, soit qui sont authentifiés ou non, peuvent consulter ou remplir des formulaires, mais dans un format bien construit, évidemment, et bien contrôlé par la plateforme de Power Platform, par l'entremise évidemment de Power Pages. Power Pages peut aller après ça faire des automatismes, peut aller rentrer de la donnée dans des bases de données Dataverse et autres, et multiples d'autres types d'outils qui peuvent être utilisés avec Power Pages. Donc, ça, c'est les principales finalement applications de la Power Platform. Si je bascule au troisième fait intéressant, en fait, au niveau de l'intégration, donc évidemment, la Power Platform, il y a une intégration relativement native avec, évidemment, bon, Microsoft 365, on s'entend, mais aussi Dynamics 365, donc un outil ERP, en fait, de Microsoft qui comporte plusieurs modules pour ceux qui l'utilisent. Donc, la Power Platform, elle est basée là-dessus. Donc, en d'autres mots, pour les gens qui ont des ERP, l'outil de gestion finalement Dynamics, et il y a des fonctionnalités qui n'existent pas ou qui veulent opérationnaliser, en fait, peuvent utiliser les outils de la Power Platform. Évidemment, avec Azure, Azure aussi est, comment dire, est aussi dans la loupe, comme on dit, pour pouvoir exploiter finalement les différents outils de la Power Platform. Si je poursuis au niveau de l'autre slide, en fait, c'est des exemples d'applications au niveau de l'intégration. Eh bien, on parle de Power Apps au niveau de applicatifs mobiles ou ordinateurs. On pourrait parler à des formulaires d'entrée, du suivi de données, des suivis au niveau de la production, au niveau manufacturier. Power Apps peut être utilisé pour la gestion d'inscription de membres, la gestion de comptes de dépenses, entre autres, des feuilles de temps aussi. On peut construire des feuilles de temps si jamais toutes les solutions du monde n'est pas adéquates pour vous. On peut en construire une avec Power Apps. Donc, certains services internes, et on indique ici dans le bas qu'il y a une intégration aussi à Teams. En fait, on peut l'ajouter comme un onglet dans une équipe Teams, par exemple, votre application. Donc, il y a plein de multiples idées là, concernant des services internes. Au niveau de la gestion des actifs, les inventaires, les actifs internes, évidemment, au niveau informatique, des choses comme ça, les gestions des commandes, des fournitures, gestion des dossiers. Donc, le cycle de vie ou le cycle d'un traitement d'un dossier. Donc, parfois, les gens vont dire, ben, écoutez, nous, on a beaucoup de données très importantes à inscrire avec plusieurs documents reliés. Ben, j'aimerais qu'on puisse gérer quand même les documents qui sont dans SharePoint. Il n'y a pas de problème, c'est accessible. Mais par l'entremise de Power Apps, on pourrait en faire la gestion et ajouter de la donnée relative au fichier. Donc, il y a plein d'utilités finalement pour la gestion documentaire par l'entremise de Power Apps. Évidemment, d'envoyer des alertes automatisées, des choses comme ça, juste avec Power Apps, mais aussi avec Power Automate. Et je termine avec un autre secteur finalement intéressant au niveau de la saisie de données pour des gens de terrain. Donc, les gens de terrain, vous dites, écoutez, j'ai plusieurs employés qui sont sur le terrain. Et ils doivent relever de l'information quelconque ou consulter. Donc, ils ont leur téléphone en main, ils peuvent aller consulter. Tant qu'ils sont connectés à Internet, les outils de géolocalisation, quand c'est souhaité, ben, des fonctionnalités existent. Et même l'appareil photo de l'appareil mobile, que ce soit tablette ou téléphone, évidemment, peuvent être utilisés pour capturer des photos et les stocker directement à la bonne endroit, par exemple, dans une équipe Teams ou SharePoint. Il existe aussi des solutions offline, comme on dit. Donc, ça peut arriver, les gens disent j'ai une application Power Apps, ça serait intéressant, mais des fois, je n'ai pas d'Internet parce que de notre secteur d'activité, finalement, on va à des endroits qui n'ont pas Internet, mais c'est possible. Il y a certaines, pas restrictions, mais des requis minimales, sauf que c'est possible d'avoir des applications Power Apps en étant offline, comme on dit. Donc, ça, c'est un élément quand même intéressant.
Donc, ça, c'est au niveau des applications. Le quatrième fait intéressant, c'est l'automatisation. Donc, j'en parlais tantôt au niveau d'automatisme, des workflows, comme on dit, un peu plus clérical. Donc, on peut automatiser des processus d'affaires. Donc, en gros, il faut s'entendre que tout est comme connecté, hein. Donc, tout est intégré et connecté. Power BI est un petit peu, on va dire, pas tout seul dans son coin, mais au niveau des données, on peut ajouter des automatismes à l'intérieur d'un rapport Power BI, par exemple. On peut rajouter une application Power Apps dans un Power BI. Aussi bizarre que ça peut se paraître, j'ai déjà vu ça. Mais bref, au niveau des autres applications, il faut s'entendre que Power Automate peut être connecté et intégré dans les bibliothèques SharePoint, dans les listes SharePoint, connecté dans le Power Apps, évidemment avec Copilot, Copilot Studio, et c'est sûr, certain avec Power Pages pour faire des interfaces style site web. Et évidemment, le Power Apps pour faire des applications peut utiliser encore une fois toutes ces autres ressources-là et se connecter aux différents services que vous avez dans votre tenant. Évidemment, on n'a pas tout mis tous les logos, hein, parce que sinon la page elle serait juste pleine, là. Sinon, ça n'aurait pas de bon sens. Donc, mais oui, tout peut se connecter ensemble. Et bon, ici, de copilote, c'est un peu la même chose. Probablement que vous voyez l'agent conversationnel copilote un peu partout, là, autant dans Word, dans Excel, directement dans l'accueil Microsoft 365 et même dans Outlook aussi pour les courriels essentiellement. Donc, ça, c'est des genres d'agents auxquels sont connectés intégralement partout. Et Copilot Studio spécialement, bon, ben, pourrait aller faire des automatismes et faire autre chose, finalement, plus automatisé, mais qui a été monté, ben, pas monté, mais en fait, c'est l'AI qui va aller déterminer finalement oui ou non, qui va déclencher certains automatismes. Donc, c'est assez vaste en fait comme possibilité. C'est souvent ça un peu l'avantage et le problème en même temps. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va démarrer. Donc, au niveau du cinquième fait intéressant, j'en parlais déjà, en fait, c'était l'intégration de Copilot. Donc, pour ceux qui l'utilisent déjà, il faut s'entendre que Copilot, il y a une version gratuite, en fait, dans vos tenants Microsoft 365, il y a une version business. Mais là, ici, on parle surtout de Copilot Studio, en fait, qui est un outil intéressant, un outil de la Power Platform, du moins, c'est comme dans la famille de Power Platform. Donc, l'AI, en fait, de Copilot est intégré partout. Donc, oui, c'est possible de créer, par exemple, un flux d'automatisation Power Automate en lui expliquant à Copilot, dire qu'est-ce que je veux faire, mais il va t'aider à monter ton automatisme. La même chose avec Power Apps, c'est possible de faire ça. Au niveau de Power BI, je vais vraiment être transparent, c'est pas encore rendu là. Et Power BI, ben, en fait, c'est rendu là, sauf qu'il y a des requis assez importants pour se rendre à questionner, par exemple, l'AI pour dire j'aimerais avoir des chiffres, mes chiffres de finances et autres de l'entreprise ou autres, et puis qui sort tout de suite des rapports, des visuels automatisés. Ça existe, je vous confirme que ça existe. Par contre, il y a un requis d'infrastructure en arrière qui est quand même assez gigantesque qu'il faut mettre en place avant même de demander ça là, au niveau de Power BI, là. Mais malgré tout, c'est possible en fait que Copilot va pouvoir vous aider à plusieurs égards avec Copilot Studio parce que l'intégration, elle est à 360 degrés, pour ne pas dire 365. Donc, C'est une belle ouais, comparaison, David. ouais, c'était pas le but de Microsoft, là, je pense, mais ça reste que c'est un peu ça. Tout à fait. On va te laisser prendre une petite gorgée. Donc, pourquoi une gouvernance et une sauvegarde de la Power Platform? Je pense qu'un peu comme dans tous les outils de Microsoft, on ne peut pas se lancer directement sans avoir réfléchi à qui a accès à quoi. Je pense que c'est peut-être un peu réducteur de dire qu'une gouvernance, c'est qui a accès à quoi et pourquoi, là, mais c'est un petit peu l'explication, je pense, de c'est quoi une gouvernance, puis ça va pouvoir nous Ouais. expliquer pourquoi dans la Power Platform, c'est particulièrement important. Ouais, ben en fait, je vais faire un petit historique, là, vraiment très court, en fait. Il y a environ 5, 6 ans, 7 ans, eh bien, Power Automate existait, évidemment, Power Apps existait, Power BI aussi. Mais surtout, on pourrait parler plus de Power Automate et Power Apps entre autres. C'était moins exploité. Les gens le découvraient peu, pas du tout. Puis là, depuis environ facilement 3 ans, approximativement, là, les gens, il y a eu un engouement assez important. Les gens sont de plus en plus curieux de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça.
Évidemment, l'AI peut l'aider aussi, au bout de la ligne. Fait qu'on se retrouve avec nous, on se retrouve avec beaucoup de demandes auxquelles les gens ont construit des automatismes, ont construit des applications et autres, et même évidemment des rapports pour BI, et ils perdent leur champion à l'interne, ou du moins, ils veulent, comment dire, mieux encadrer le tout. Parce qu'il y a comme pas un chaos, mais je veux dire une prolifération finalement d'applications puis d'automatisme qui est faite. Il n'y a pas de contrôle. Donc, pourquoi qu'on irait faire une gouvernance Power Platform? Bien évidemment, comme c'est écrit à l'écran, on va aller sécuriser les données le plus possible. Donc, s'assurer que les paramétrages soient bien faits. Pourquoi? Parce que c'est facile de créer un automatisme Power Automate et aller sortir de la donnée de façon automatisée de la compagnie. Quelqu'un pourrait faire ça. Donc, tu ne veux pas ça parce que tu t'en rends juste pas compte. L'entreprise ne s'en rendrait pas compte. Donc, la gouvernance va permettre d'éviter ce genre de choses, ce genre de phénomène-là. Garder le contrôle, évidemment, sur les applications, les automatisations créées par les équipes ou les gens, en fait, les employés. Moi, j'appelle ça, je pense que c'est un nouveau mot. Corpora- corpora- corpo- Comment que je veux dire? Corporatif, en fait, c'est de mettre des applications et des automatismes de catégorie corporative. Donc, je vais corporiser, ça, c'est pas un vrai mot, mais bref, officialiser, en fait, les applications puis les automatismes pour garder un contrôle, pour s'assurer que si la personne quitte, comme le quatrième point, en fait, si par exemple son propriétaire va quitter, on a un problème parce qu'on peut perdre l'automatisation et perdre l'application aussi. Les applications orphelines n'existent pas officiellement, mais bref, pour éviter qu'on ait un problème en fait de propriété finalement de ces applications-là et ces flux-là, en fait. Donc, on va assurer aussi la conformité aux règles TI, ou bon, sécurité réglementaire, le chaos, la duplication. Finalement, des fois, on va avoir des environnements de développement, des environnements de production qui nous permettent finalement de dire tout ce qui est en production est critique et on fait attention à ça parce qu'il y a des opérations reliées. Puis tout ce qui est développement est un peu plus libre pour les gens pour créer et développer et améliorer les applications et flux. Et évidemment, ça va favoriser l'innovation responsable parce qu'il ne faut pas bloquer les développeurs citoyens. Comme on dit, il y a environ 7-8 ans, ce mot-là, développeur citoyen, c'était pas mal moins populaire, ou du moins ça existait peu ou pas du tout. Mais aujourd'hui, ça existe. Puis des très grandes entreprises en ce moment, je vous confirme, qui voient ce phénomène, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des développeurs citoyens. Faire une application, vous pouvez faire ça en dedans d'une heure, dépendamment votre niveau comment dire, d'aisance. Il y en a qui font ça en une demi-journée, puis il y en a qui font ça pour une semaine. Mais bref, les développeurs citoyens sont très, très, très courants aujourd'hui. Et la gouvernance va permettre de ne pas limiter ça, mais plus les encadrer. Puis évidemment, le dernier point, c'est assurer la pérennité justement du développement citoyen qui devient corporatif. Donc, le développement, s'il devient corporatif, ça fait en sorte que ça devient plus officiel et généralement plus critique. Donc, c'est pour ça que la gouvernance est quand même très importante à considérer lorsque vous avez des applications et des flux. Fait qu'on en a plusieurs des demandes comme ça, que les gens disent on est dans le pétrin, la personne elle a quitté, ou pour X raison, il y a des changements. Puis là, on se retrouve qu'on est pris. On est pris. Puis là, il y a 30 personnes qui dépendent de l'application, ou du flux ou des flux. Et là, on est dans. Faut régler ça, il faut que ça soit pérenne. Donc, la gouvernance va aider beaucoup à ce niveau-là. Donc, en fait, là, le développement citoyen, il ne faut pas le brimer parce qu'on Non. aime ça, l'initiative des gens qui sont des early adopters, qu'on dit en anglais, là, des gens qui vont prendre l'initiative de Ouais. développer des choses, mais il faut l'encadrer pour pas que ça devienne un petit peu chaotique là, dans l'environnement. Ben, exact. Parce que, tu sais, si on veut bloquer, parce qu'en ce moment, Microsoft est très fort on va dire, dans le développement ou la création individuelle là, par les utilisateurs. Ils donnent tous les outils possibles. Donc, tu sais, on ne peut pas aller à l'encontre finalement de ce que Microsoft pousse, parce que sinon, on pourrait se heurter à un problème. On ne peut pas battre Microsoft, là. C'est un peu ce qu'on veut dire. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on est mieux de l'encadrer. Puis, justement, en termes d'initiative, tu ne veux pas éteindre finalement l'initiative des gens, d'être proactif. Puis, sans doute que les gens ont des très bonnes idées à l'interne, peu importe le niveau dans l'entreprise. Donc, ça permet à ce de laisser libre aux gens de le faire, mais minimalement les encadrer.
Au niveau des étapes de la gouvernance, en fait, on va planifier, en fait, on va mettre en place le projet par rapport à déterminer les accès et autres et certains, on va dire, pas paramétrages, mais aussi certains sujets précis. On ne les a pas nécessairement listés là, officiellement, mais bref, sujet précis, nous, la gouvernance. On va analyser s'il y a une gouvernance déjà en place. Il y a peut-être des paramétrages qui ont déjà été mis en place, donc on va faire cette validation-là avant pour être sûr certain de ne pas se retrouver à les défaire pour X raisons, parce que peut-être qu'il y a eu des raisons précises pourquoi ça a été mis comme ça. Ensuite, une fois que l'analyse, puis on va dire l'entreprise va confirmer ce qu'ils veulent, en fait, comme paramétrage, malgré qu'on va donner beaucoup de bonnes pratiques et beaucoup comment dire, de conseils hein, de notre côté, parce qu'on en fait nous-mêmes pour les clients, donc on en a vu quand même beaucoup sur les différents projets qu'on a eu de développement logiciel. Et là, une fois que la confirmation est faite et l'approbation, on va faire l'exécution, on va faire le changement finalement des paramétrages avec le client, ou le client va le faire lui-même aussi de son côté selon les recommandations qu'on donne. Et par la suite, il y a toujours des livrables en fait documentaires ou un nouveau fichier de référence ou un fichier Word en fait au niveau du plan de gouvernance qui doit rester vivant. C'est comme la gouvernance Microsoft 365 qu'on fait beaucoup depuis plusieurs années. Donc la gouvernance, il faut que ça reste vivant. Aussi une gouvernance Power BI aussi qu'on fait. Donc, il faut que ça reste vivant parce qu'une fois par année, ça peut arriver qu'il y a des changements qui ont eu lieu en fonction des besoins de l'entreprise qui a évolué durant l'année. Tu sais. Donc, il faut quand même faire un retour, une espèce d'audit, surtout un audit de voir les besoins, là, qu'est-ce qui aurait peut-être changé ou peut-être qu'il n'aurait pas changé. Donc, ça résume en grande ligne, finalement, les différentes étapes. Et si on ajoute en fait du côté de la sauvegarde, donc depuis quand même, c'est pas très récent, là, si je ne me trompe pas, la sauvegarde des outils Power Platform. Il y a des entreprises, évidemment, third party, des tierces parties en fait qui offrent ce service-là. Donc, pourquoi qu'on irait sauvegarder? Très simple, si pour X raison, tu as perdu ton application de gestion dans Power Apps, tu ne veux pas la perdre, tu dis j'ai à peu près 500 heures de passer là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas de corbeille officielle. C'est pas comme un fichier, en fait, si on la supprime, entre autres. Eh bien, les services de sauvegarde vont vous permettre évidemment de la restaurer. Même affaire pour bon, les rapports Power BI, les espaces de travail, les rapports, les flux, les data flow et compagnie, les applications Power Apps, les flux Power Automate et aussi des différents environnements que vous pourriez avoir. Par défaut, on a un environnement, mais bref, s'il y a plusieurs environnements, il faut c'est préférable et conseillé de les sauvegarder, d'avoir un backup, puis évidemment de Power Pages. Donc, dépendamment du fournisseur, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas quand même une panoplie, une tonne de fournisseurs qui offrent la sauvegarde de la Power Platform. Mais pour ceux que nous connaissons, nous, à l'interne, auxquels on offre comme service finalement de revente là, de backup, comme on dit, de Power Platform. Il y a différentes limites en fait de ce qui peut backuper, mais à d'autres mots, c'est quand même c'est très complet. Donc, ça évite que les gens ils perdent leur application. Par chance, j'en ai pas vu beaucoup de mon métier, là, des pertes de flux ou des pertes d'applications, je vais être honnête. Sauf que on ne sait jamais, ça peut arriver. Puis tu ne veux pas perdre beaucoup d'heures de travail par rapport à ça pour ces belles outils-là qu'on a développés au fil du temps. Donc, les usages, donc les usages concrets en entreprise, je veux dire, quand on a préparé le webinaire avec Marie-Ève et aussi Alison, en fait, j'aurais pu en parler pendant toute la semaine de tous les usages possibles qu'on peut faire avec la Power Platform. C'est des exemples ici. Création d'applications évidemment internes, des formulaires, des demandes, des suivis, des comptes de dépenses, feuilles de temps. Donc, c'est possible d'en créer par l'entremise de la Power Platform, essentiellement Power Apps. Automatisation de processus, c'est sûr, les approbations de factures, finalement, le dépôt de factures dans une bibliothèque SharePoint analysée par l'AI. Donc, les gens disent, j'ai reçu des tonnes de factures, malheureusement, dans l'entreprise. Tu dis, ben, je suis obligé de l'ouvrir, modifier son nom, trouver l'endroit où je le dépose correctement. Et des choses comme ça, bien, ça peut être automatisé, puis même avec l'aide de l'AI. L'analyse et visualisation de données avec Power BI. Donc, encore une fois, c'est un monde aussi assez vaste au niveau de
Power BI. Donc, le reporting est de plus en plus populaire. Les gens, originalement, utilisaient beaucoup du Excel. Puis souvent, ça faisait le travail en général. Là, de plus en plus, ils disent, écoutez, j'aimerais ça faire un rapport, puis le faire une fois, parce que la source de données est toujours de la même forme. C'est juste les données qui sont différentes à l'intérieur. Mais j'aimerais ça faire un rapport une fois, puis qu'ils se mettent à jour tout seul. Comme ça, je n'ai pas besoin de passer une demi-journée par mois, par semaine, par 2 semaines pour créer un rapport pour la haute direction et compagnie. Fait que, bref, Power BI va permettre de faire ça. Portail d'employés ou de clients, donc avec Power Pages au niveau client, au niveau de l'externe. Au niveau de portail employé, ça peut être aussi la même chose. Un portail libre-service, là, on pourrait dire des demandes RH, de l'information. Il y a SharePoint aussi qui peuvent être très utiles là, par rapport à ça, qui n'est pas la Power Platform en tant que telle. Mais Power Apps peut être utilisé comme gestion, bref, gestion de multiples choses. J'ai comme plein d'exemples en tête. Mais, comment dire, ça peut être directement pour les employés quand ils veulent avoir des ressources quelconques ou chercher finalement. On a déjà fait un système qu'on appelle un système expert. C'est qu'à chaque question, il y avait comme une réponse, puis ça découlait sur d'autres réponses jusqu'à la fin. Puis là, ils se retrouvaient avec des liens intelligents, des liens URL finalement Internet pour aller chercher du data. C'est une application, mais grosso modo, c'est au lieu de faire un livre finalement de 30 pages de PDF un peu dull, flamand, un peu plate en fait à consulter, ben les gens ont fait on a fait une application et les gens avec comment dire, avec un chemin critique et autres, avaient de l'information pertinente là, à différents endroits, différentes pages. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Agent conversationnel et IA, bien évidemment, tout le monde connaît, évidemment, on peut demander à Couplet plein de choses, mais relié avec Couplet Studio, on peut créer des automatismes par la suite pour supporter évidemment les opérations et autres domaines là, d'autres lignes d'affaires ou du moins d'autres départements de votre entreprise. Quand je pense à des usages qu'on crée en entreprise, ben, je pense à certaines histoires à succès, David, que tu as eues, toi et ton équipe, pour certaines entreprises. Puis je pense qu'il faut se poser la question, avant d'ajouter un nouvel outil qui nous coûte des frais récurrents à chaque mois dans notre environnement, comme, je pense à Asana, Trello, Smartsheet, il faut se poser la question, est-ce que je peux le faire avec Microsoft 365? Ouais. Puis comme ça, payer un frais de développement. Peut-être que votre frais de développement va être de 10-15 000, mais va vous éviter à chaque mois d'avoir une facture de 1 000 pour un outil tierce. D'être dépendant. Et d'être dépendant, tout à fait. Puis je pense que ça, c'est parmi les histoires à succès qu'on a eues. Fait que je pense que c'est une question que les entreprises peuvent se poser, là. Oui, ben, un peu l'éparpillement d'outils existe, hein, puis des fois c'est justifiable, puis c'est compréhensible, mais ça vaut la peine de se poser la question, on est-tu capable de le faire dans M365 ou 5? Puis ça arrive assez régulièrement, je dis aux clients, écoutez, ça va coûter tant de milliers de dollars à le construire, à le monter, puis par la suite, votre seul frais mensuel, c'est vos licences que vous payez déjà. Donc, vous n'avez pas d'autres frais supplémentaires. Certains clients vont nous mandater pour faire la maintenance de leur application s'il y a des problèmes, des bugs et autres dans le futur qui peut survenir. Ça peut arriver, sauf qu'ils ne sont pas obligés non plus. Il y en a qui le désirent, puis c'est correct. Mais ça peut coûter beaucoup moins cher qu'un autre système. J'ai vu des cas catastrophes là, de plusieurs dizaines de milliers de dollars par année. Et c'est le genre de choses qui se construisaient avec un Power Apps, par exemple, qui aurait pu coûter environ 50 000 la première fois. C'est quand même une bonne valeur, c'était quand même un bon coût, dépendamment de l'entreprise. Mais il sauvait de l'autre côté 60 000 par année. Donc, c'était pas trop un problème pour lui. Sauf que au moins, il y avait aussi un outil. Ça, c'est un autre point aussi. C'est que qu'est-ce qui arrive quand les gens utilisent un outil externe? Souvent, ça fait le travail, mais on utilise environ 20 peut-être, 20 de l'outil en tant que tel. C'est normal parce qu'il développe beaucoup de fonctionnalités que les gens n'ont pas nécessairement toutes de besoin. Et par la suite, encore une fois, j'ai un cas dernièrement auquel le client, c'est ce qu'il a fait. Et il a réalisé qu'il utilisait environ ça 30 Puis il y a des éléments qui auraient de besoin, mais ça n'existait pas dans l'outil. Et ils ont dit, ben écoutez, on va le faire développer. Puis là, on va avoir de quoi pour nous et propriétaire à eux. C'est ça la différence entre les deux. Nous, quand on développe ou que les gens développent à l'interne avec la Power Platform, sont propriétaires de leur outil. Comme il y a environ peut-être 30-40 ans, on faisait quand même beaucoup de développement interne, on va dire, qu'on fait encore. Mais c'est la même chose, mais avec les outils cloud. C'est ça qui est intéressant, les outils infonuagiques.
Donc, on n'est pas pris avec un serveur, connexion VPN pour se connecter, pour aller à l'application. C'est cloud. Puis au niveau de la sécurité, ben, c'est par l'entremise de Entra ID avec Microsoft 365. Donc, on revient finalement un petit peu à la base. Il y a plusieurs entreprises qui avaient un peu à la base pour éviter de payer un peu partout, plein d'outils. Puis ils veulent ramener ça à l'interne pour avoir un outil unique, ben, ou presque unique, selon leurs propres besoins. Ils ne veulent pas avoir des fonctionnalités qui ne servent juste pas, puis techniquement qui payent pour, là. Et être Ouais. dépendants aussi. T'sais, ils ne seront pas dépendants de grand-chose, là, à part de garder en vie l'application qu'ils sont chez eux. Oui, c'est ça, parce que quand toutes tes données d'entreprise ou presque toutes tes soumissions sont dans un outil X, puis tu peux plus sortir de là après, là, ou du moins, Ouais, avec c'est un coût de complexe. migration. Un coût de Oui, migration, c'est un qui vient avec. Puis là, tu veux ramener ça. On en a vu, là, des fois, les gens, ils se retrouvaient à payer un coût de migration, puis là, ils veulent le migrer ailleurs, ça coûte encore plus cher. oui. Fait là, chez vous, ça va rester chez vous de toute façon. Oui, tout à fait. On migre vers les questions tranquillement. On a des questions dans le chat, mais n'hésitez pas, là, on a le temps d'en prendre quelques autres. N'hésitez pas. Tu parlais, par exemple, d'un outil de compte de dépenses, David. Est-ce Mhm. que si on fait un outil de compte de dépenses pour une organisation, l'entreprise doit dépenser plus pour avoir d'autres licences Microsoft ou c'est quoi dans la Power Platform que ça nécessite comme licence? Ben, je peux vous confirmer qu'à la base, un compte de dépenses, on a déjà construit ce genre d'outil-là et il n'y avait pas de licence supplémentaire nécessaire. Les licences traditionnelles, là, pour ceux qui ont des Basic, Standard, Premium, même F3, en fait, qui sont encore moins chers, il était possible d'utiliser un compte de dépenses dans Power Apps. Lorsque ça peut coûter un frais supplémentaire, ça dépend de la source de données qu'on va utiliser. Par exemple, si on utilise des bases de données Dataverse, il faut avoir des comptes, des licences premium. Donc là, c'est un peu plus coûteux. Et si, par exemple, un compte de dépenses va être connecté avec un autre système de comptabilité, par exemple, c'est probable et potentiel auquel il y a une licence, au moins une, en tout cas du moins une licence minimale, qui va être nécessaire de communiquer avec l'autre outil. Autant pour récupérer de l'info que d'en pousser, quand c'est possible, là, ça dépend toujours de l'outil. Mais sinon, techniquement, la réponse, c'est généralement, on n'a pas besoin de licence supplémentaire. OK. Parfait, super. On aime ça, cette réponse-là, David. On a Mme Trudel qui nous pose une question, là. Est-ce qu'on peut utiliser Power Platform quand plusieurs de nos données sont sur un serveur et non sur SharePoint? Puis est-ce que ça peut fonctionner avec une base de données SQL? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est une bonne pratique pour le long terme? Non. Aujourd'hui, on ne se le cachera pas, tout est orienté vers l'info nuagique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Toutes les fonctionnalités, connecteurs et autres de la Power Platform sont très orientées vers comment dire, des sources de données et autres qui sont cloud, en fait, qui sont info nuagiques, des services web-based, comme on dit. On peut se connecter sur des bases SQL locales, ça peut se faire. Il y a quand même des limitations. Par exemple, au niveau fichier, aller gérer des fichiers avec Power Apps avec pour les documents sur des drives réseau, ça, je ne l'ai jamais vu à date, là. Mais je ne verrais pas l'intérêt de toute façon. Les fonctionnalités sont trop intéressantes et importantes quand on migre des documents sur le cloud de toute façon, là, sur SharePoint, Equipe Teams et autres. Quand c'est super bien fait, ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, partiellement, je dirais oui, c'est possible, mais c'est du cas par cas. Parfait. Puis on a une dernière question de Sébastien dans le chat qui nous pose une question sur la section AI Builder. Et peut-être que tu n'es pas familier avec ça, David, là, sinon on te reviendra, Sébastien, si on n'a pas toutes les réponses. Il nous parle de crédits. Ça prend des crédits pour utiliser AI Builder. Oui. C'est quoi les abonnements dans la famille Power Platform qui incluent des crédits pour cette fonctionnalité-là? Ça ne semble pas tout à fait clair sur le site de Microsoft. Tu connais-tu un peu de ce côté-là? C'est pas tant une surprise que ça soit pas clair sur le site de Microsoft. Premièrement, un. De deux, on l'a déjà utilisé. En fait, c'est Copilot Studio, Copilot Crédit, en fait, là, qu'il faut utiliser. Nous, on avait utilisé du Pay as you go.
Donc, ça veut dire que c'est à l'utilisation. Donc, en d'autres mots, tant que Microsoft a votre carte de crédit à quelque part, ça va se faire un plaisir de facturer. C'était quand même raisonnable en termes de coût. Si on avait un exemple, nous, c'était de la lecture de PDF, en fait, sur, comment dire, lecture de PDF scannée là, par l'AI Builder. Environ 4000 pages par mois, ça coûte environ 100 dollars US, là, donc mettons 140 dollars par mois pour environ 4000 pages lues. Donc, que ce soit des factures ou d'autres choses. Donc, comment dire, c'était quand même assez économique, mais au niveau du crédit, c'était une activation des copilotes crédit et avec le service Pay as you go, et il fallait que la méthode de facturation soit déjà établie pour que ça fonctionne. Puis là, je pense qu'il accumule des crédits, je ne sais pas trop, là, mais déjà, Microsoft donne un peu de crédit, là, je pense à la base, là, fait que les gens peuvent Oui, ça s'amuser à faire peut. des tests, là, Mm. mais je n'ai pas tous les détails, donc on pourrait vous revenir. Parfait, super. Donc, Sébastien, communiquez avec nous si vous voulez en savoir plus, puis on pourra obtenir l'information pour vous. Et dernière question, on a Nicole qui nous demande là, si on veut apprendre un petit peu là, sur la Power Platform, on commence par Power Automate, Power Apps. C'est quoi la fonctionnalité par où débuter? Ça dépend du besoin. Donc, ce que je vais recommander aux gens, c'est de prendre un petit pas de recul puis de se questionner sur le besoin le plus criant. En fait, en anglais, on dit le pain point, là, tu sais, le besoin qui fait mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le pire? Puis surtout celui qui va être le plus, on va dire, rentable, autant en termes de temps ou élimination des erreurs. Et par la suite, on va pouvoir vous aider à dire c'est quel outil ou quel assemblage d'outils va être l'idéal. Donc, les gens peuvent utiliser juste du Power Apps parce que leur besoin est orienté là-dessus. Il y en a ils vont utiliser juste du Power Automate. J'ai un client auquel c'était des forms de Microsoft Forms. Et on utilisait Power Automate pour écrire dans une liste SharePoint, dans plusieurs listes SharePoint. Il n'y avait pas de Power Apps dans l'équation, il n'y avait pas de Power BI non plus. Donc, bref, en fonction du besoin, il faut vraiment se questionner qu'est-ce qui va être le plus rentable déjà en partant. Parce que souvent, les gens ont beaucoup d'idées, puis chaque individu a plusieurs idées selon leur réalité à eux. Donc, il faut comme faire une espèce de peut-être de liste d'épicerie de ce qui est nécessaire, ce que les gens aimeraient. Et par la suite, on arrive avec certaines solutions qui vont être probantes finalement pour la rentabilité, puis que ce soit probante pour l'entreprise. Parfait. Bon, ben c'est super. Je te remercie, David, d'avoir répondu à toutes les questions dans le clavardage. On arrive à 14h45, donc on va vous laisser finir votre journée. C'est le week-end de toute façon qui est à nos portes. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Ça a été bien apprécié. Merci, David, pour la Ça fait plaisir. présentation aujourd'hui. Merci à Merci, Alison à la Marie-Ève. console. Salut. Salut, salut. Et on vous revoit dans 3 semaines, le 22 mai. Nos invitations pour le prochain webinaire vont partir bientôt, mais on parle de travail moderne avec Microsoft. Donc, c'est quoi les solutions de travail moderne? On en discute avec vous dans 3 semaines. Donc, soyez là. Merci et n'hésitez pas à nous faire un bon commentaire sur Google si vous avez aimé ce webinaire. Bon week-end tout le monde! Bon week-end.